Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Je suis Jean-Pierre Gagné et bienvenue à cet épisode du balado La santé au-delà des mots. Lorsque je vous ai présenté ce balado il y a quelques semaines, j'avais l'intention de parler de santé, mais pas nécessairement de maladie. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion de tester ce principe puisque je reçois M. Brian Beaulieu de la financière Banque nationale à Trois-Rivières. Brian, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Alors, Brian, j'ai repassé un peu ta biographie disponible sur le site Internet de la financière. Tu es natif de Trois-Rivières, tu as 36 ans et tu as commencé par faire des études en gestion du golf au collège La Flèche à Trois-Rivières. Alors, ma question au niveau des finances et de ta gestion, es-tu plus un adepte de la short game ou du long jeu? Écoute, on va dire qu'au golf, les deux sont importants, là. Fait que, donc, la long game, on va dire. Puis, tu as commencé par un bac en administration option finance à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Oui. Tu as par la suite travaillé à la Banque nationale. Exact. Pendant quelques années avant de te diriger vers la financière. Oui. Et de compléter ensuite diverses formations, une licence en option, contrat à terme, gestionnaire de portefeuille, planificateur financier. Oui. Alors aujourd'hui, en 2021, lorsque les gens te demandent c'est quoi ton travail, tu réponds quoi? C'est vraiment de la finance personnelle. Donc, mon objectif, c'est pas de faire de la finance d'institutionnel, puis c'était vraiment de faire de la finance personnelle. Puis l'objectif, dans le fond, c'est de travailler avec les gens. Donc, mon travail, ça consiste vraiment le côté gestion de portefeuille des clients. Oui, on prend vraiment les décisions d'investissement, mais non seulement ça, mais aussi le côté planification financière que je travaille aussi avec les clients. Donc, c'est vraiment la finance personnelle que je fais avec les clients directement. Et c'est quoi une journée type d'un planificateur financier ou d'un gestionnaire comme toi, là? C'est sûr qu'il y a plusieurs... Avant la pandémie, disons. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs façons de faire. Puis, personnellement, c'est sûr que je passe beaucoup de temps à faire de la recherche en partant. Donc, le début de journée, c'est toujours faire une révision de ce qui s'est passé sur le marché, voir c'est quoi les différentes recherches qui sont sorties. Donc, il y a un gros bout de lecture de marché, de géopolitique, d'économie à la base. Puis, une journée typique, ça commence vraiment avec ce côté-là, oui. Après ça, il va y avoir de la planification des transactions de la journée à faire, des réajustements d'un portefeuille. Puis, il y a toujours 2 à 3 rencontres par jour de clients qu'on fait là, normalement. Puis évidemment, toi, ton but, c'est de placer l'argent de tes clients pour offrir le maximum de rendement possible. Donc, Quand je te demande c'est quoi la source de satisfaction principale dans ton travail, tu vas me répondre que ce sont les gains financiers ou j'imagine que ça va au-delà de ça? La satisfaction personnelle, ça va au-delà de ça, en fait. Parce que moi, qu'est-ce qui est le plus gratifiant dans ce que je fais, c'est l'expérience de vie que je vais chercher avec les clients. Parce qu'en fait, je travaille avec des clients dans plein d'aspects de leur vie, en fait. Puis, ils sont tous rendus à des étapes de vie différentes. Donc, c'est d'accompagner des clients sur le long terme, pas 1 an, 2 ans, des 5-10 ans. Mais souvent, on va passer au travers des phases plus fun, des prises de retraite, des projets qui s'accomplissent, des enfants, des petits-enfants. Puis après ça, il va y avoir aussi la période de la maladie. Fait que moi, personnellement, qu'est-ce qui est le plus gratifiant? C'est pas seulement les rendements ou de faire plus d'argent aux gens, c'est vraiment l'expérience de vie que je vais chercher par l'entremise des clients. Donc, je vis comme une vie multiple. Là. Ça, c'est super intéressant. Là. Si je te demandais une source de frustration dans ton travail, ou s'il y en a plusieurs? On est dans un domaine, il y a 2 sources. Oui, c'est sûr qu'il y a de plus en plus d'administratifs là, dans notre travail. Là, c'est plus comme c'était. C'est un peu plus lourd, mais ça, c'est correct. Puis ça protège les clients. Puis ça, c'est correct dans le fond. Là. Moi, la frustration, je vais l'éprouver parce que parfois, il y a du marketing qui se fait dans l'industrie qui limite un petit peu. Puis des fois, il y a un manque de rigueur un peu là, intellectuelle dans certains marketing, certaines choses. Puis ça vient me chercher un petit peu là, à ce moment-là. Puis,
ta clientèle, c'est quoi? C'est un peu de tout? Un peu de tout. Beaucoup de médecins, je pense? Oui, beaucoup de professionnels de la santé, effectivement. Des entrepreneurs, des gens des entrepreneurs, des producteurs agricoles aussi. Donc, des gens de différents domaines. Des salariés aussi. Il y a des gens qui ont une super de belle discipline, qui ont ramassé qui ont accumulé des actifs au fil du temps. Donc, il n'y a pas un portrait typique de client. Par contre, c'est tous des clients qui ont des actifs investisseurs puisqu'on se spécialise dans la gestion de portefeuille. Donc, ils ont tous des actifs. Quand as-tu décidé de faire ce travail-là? Parce que je présume, c'est pas... je m'imagine mal à 10-12 ans de dire je vais être planificateur financier. On ne sait même pas c'est quoi. Exact. À quel moment tu t'as dit, il me semble ça va être ça ma branche? Ou... En secondaire 5, j'avais un cours d'économie. J'avais adoré mon cours d'économie. Je me rappelle, il fallait prendre un titre, là, puis le suivre. Là, puis j'avais pris du TELUS. Puis on regardait les dividendes qui étaient versés, puis le rendement de TELUS. Là, dans ce temps-là, c'était dans le journal. Là, c'était pas... Puis ça, c'est le premier contact que j'ai eu avec un enseignant qui s'appelait Luc Bistodeau à Trois-Rivières. Puis c'est là que j'ai appris à connaître le marché boursier. Puis de fil en aiguille, les choses se sont alignées, comme on parlait tantôt de gestion du golf. Mais dans ma formation de gestion du golf, il y avait un cours de management avec un enseignant qui est décédé maintenant. Mais c'était super intéressant. Fait que de fil en aiguille, là, je suis allé à l'université par la suite en finance. Je me trouvais trop jeune pour terminer mes études. Donc, puis rendu à l'université, là, j'ai reconnecté avec la finance, vraiment la finance de marché, là, les stocks, les actions, les options, puis ainsi de suite. Puis c'est à ce moment-là que je me suis dit, je vais aller du côté de la finance personnelle. Puis, quand j'ai fait mon séjour à la Banque nationale, en succursale, on n'avait pas la même implication dans la gestion de portefeuille. Donc, je suis retourné, j'ai fait mon stage chez Financière, donc je suis retourné à ce moment-là comme conseiller en placement, gestionnaire de portefeuille chez Financière. Tu dirais que ça prend combien de temps pour être à l'aise avec tous les aspects là, du marché boursier, de la planification financière? Ça prend combien de temps d'être comme un poisson dans l'eau? Parce que souvent, on vous entend parler, puis ça a l'air très clair. Puis pour le commun des mortels, parfois juste essayer de se rappeler le lien entre les taux d'intérêt puis l'inflation. On vient mêler assez vite. Ça t'a pris combien de temps à dire que tu es à l'aise, tous les concepts sont acquis? Ben, c'est sûr que l'enjeu, c'est qu'il y a toujours des nouveaux concepts qui se rajoutent. Donc, tu sais, la formation continue dans ce qu'on fait, c'est plus que nécessaire. Là, pour rester au top tout le temps de tes connaissances, il faut tout le temps que tu continues mais pour être à l'aise, je dirais à 4-5 ans peut-être, là, que ça l'a pris avant d'être à l'aise, mais j'imagine que tout le monde a son rythme un peu différent. Là, puis, il y a des conseillers qui vont être un peu plus présents dans le décisionnel, dans la gestion de portefeuille. Il y en a d'autres qui vont déléguer un peu plus. Ça dépend aussi du style de gestionnaire de portefeuille puis de conseiller qu'on a là. Si tu n'étais pas dans ton domaine actuellement, tu devrais faire quoi aujourd'hui? En droit? En droit, oui, possiblement. Il y a plusieurs personnes qui répondent ça. Oui. Okay. Mais en droit, puis être plus spécifique encore, en droit, puis peut-être plus du côté de la couronne. OK. Par conviction personnelle, par rigueur, je serais du côté de la couronne, possiblement. Intéressant. C'est pas une transition que tu envisagerais de faire aujourd'hui? Ah non, cependant. Pas du tout. Non, je me considère vraiment sur mon X, là, j'ai aucun... Dans ta carrière, est-ce qu'il y a un souvenir, quelque chose dont tu te souviens qui se ressort du lot, là, que tu dis, ça c'est vraiment dans ma carrière... Le plus beau souvenir ou... Le plus beau souvenir, puis là, j'entrerai pas dans le quantitatif, là, on est plus dans le qualitatif, là. C'est sûr qu'il y avait, je vais toujours me rappeler l'histoire d'un client qui approchait sa retraite. C'est un monsieur qui était très anxieux, un ingénieur de formation, très cartésien. Puis, on a fait beaucoup de projections de retraite. Là, on a fait beaucoup de simulations Monte Carlo. Je ne sais pas si tu connais ça. Là, Monte Carlo avec les stats. Là, tu roules plusieurs scénarios avec des stats dedans. Là, puis, en faisant ça, à un moment donné, le client m'a regardé et m'a dit « Brian, écoute, là, je viens de saisir la chose. Puis avec les stats, puis avec le Monte Carlo. Puis ce gars-là, sa vie a changé complètement. Okay. Il est devenu zen, puis il est devenu plus anxieux. Puis il y avait beaucoup de pression à son travail. Puis à un moment donné, il m'a dit, Brian, le fait qu'on ait travaillé ensemble, ça a changé ma vie, puis mon style de vie, parce que je suis rentré au travail le lendemain, puis j'étais comme soulagé de dire, OK, regarde, j'ai un scénario devant moi, j'ai les stats, j'ai tout fait mon due diligence là, que je devais faire. Puis ça l'a changé. Et ça, pour moi, c'est un beau souvenir parce que c'est vraiment
au-delà de la gestion d'actifs que je prends plaisir à faire, qui est comme la principale. Mais c'est au-delà de ça, c'est-à-dire, regarde, j'ai eu un impact positif sur la vie de ce gars-là, de cette personne-là, puis la personne est plus sereine. Là, fait que ça pour moi, honnêtement, ça peut sembler anodin, mais pour moi, c'est significatif, majeur. Là. C'était ouais. Si on virait à 180 degrés, as-tu en tête un événement difficile ou un écueil? Événement difficile, c'est sûr que ça, tous les... veux pas, quand tu travailles avec des gens, puis tu sais que t'es proche de ton monde, puis tu t'impliques dans le relationnel, à un moment donné, tu développes une proximité avec des clients, tu sais, puis j'ai plusieurs clients qui sont décédés, un dernièrement, puis le monsieur me disait qu'il attendait de mourir, ça faisait peut-être 5-6 ans qu'il me disait j'attends de mourir, là, tu sais. Fait que quand il est décédé, c'est sûr que c'est de perdre quelqu'un à l'entour de nous autres, puis au fil du temps, il y a plusieurs clients qu'on développe une amitié sincère là, avec eux, là. Fait que oui, quand un client qui décède, c'est plus difficile. Mais tu sais, un enjeu en début de carrière, je dois dire que je me suis posé la question si j'étais sur mon X, parce que on était, à l'époque, il y a une quinzaine d'années, dans les institutions financières, il y avait pas une pression de vente, mais il y avait un autre vibe, peut-être un petit peu, là, tu sais, puis je me sentais moins... moi, j'étais pas dans le court terme, j'étais dans le long terme, dans le relationnel, tu sais, fait que je me sentais pas... outillé ou j'avais pas l'impression qu'on voulait que je développe du relationnel sur le long terme. Puis à un moment donné, je me suis questionné à savoir est-ce que je demeure dans qu'est-ce que je fais ou non. Puis finalement, j'ai opté pour du changement. Puis finalement, c'est la meilleure décision que j'ai prise de développer mon petit côté entrepreneurial. Alors, après cette petite introduction sur tes activités professionnelles, pour rassurer les gens qui écoutent le balado, qui se demandent qu'est-ce que je fais avec un gestionnaire de portefeuille dans un balado sur la santé, la raison pour laquelle je t'ai invité, c'était pour parler des impacts économiques liés à la pandémie de la COVID-19. Donc là, on aborde peut-être l'aspect plus santé de l'entrevue. Avant vraiment de tomber dans le dossier de la COVID, je te demanderais, toi, Brian Beaulieu, c'est quoi pour toi la définition de la santé? C'est quoi être en santé à ton âge? Là? Manifestement, tu es en santé à te voir, mais c'est un concept auquel tu as déjà réfléchi ou... Oui, parce qu'évidemment, tu me connais un petit peu. Là. J'ai des réflexions sur plein de choses, dont le concept de la santé. Puis je pense que la santé, au-delà de la santé physique, puis tout le monde doit répondre, c'est de la santé psychique aussi, là, c'est évidemment c'est important. Mais par déformation professionnelle, il y a la santé financière aussi, qui est quand même un enjeu qui rentre dans l'équation. Parce que c'est sûr que si tu n'as pas de santé financière, tu vas éprouver un stress à quelque part dans ta vie. Là, si tu es mal organisé, puis si t'es pas. Donc pour moi, le concept de la santé, oui, c'est d'être capable de faire les activités quotidiennes, de vivre. Plus ça va pas être drôle, mais pour moi, là, l'objectif de la santé, c'est de prendre mes enfants et de les rendre à l'âge adulte. Là, pour moi, ça, c'est vraiment le principal concern de concept de santé pour moi. Là. Mais la santé psychologique puis la santé financière, je pense que c'est un ensemble de trois choses. Là, ouais. C'est intéressant que tu dises ça parce que l'histoire d'amener ses enfants à maturité, c'est un concept que j'avais aussi quand j'étais plus jeune. Puis là, finalement, moi, je suis plus proche du but que toi, tu peux l'être. Là. Dans quelques années, moi, ça va tous être des adultes. Puis effectivement, là, on en vient qu'à se demander c'est quoi après, là, tu sais, dans le fond. Puis il y a plein d'autres enjeux. Là. Peut-être qu'on fera un deuxième balado, ne serait-ce que sur la santé financière. Là, on en parlait avant d'être en onde. Est-ce que tu trouves que le système de santé québécois est un bon système de santé globalement ou toi qui es un utilisateur vraiment en dehors, là, nous les médecins avons une vision faussée, je pense, du système parce que on a les connaissances, on a un accès plus facile là, parfois là, à certaines opinions. Oui. Bon, là, la question qui serait intéressante, c'est quoi la définition d'un bon système de santé? Bon, un bon système de santé, je pense que oui, on a un bon système de santé dans la mesure que quand on rentre dans le système, on est capable de se faire soigner. On soigne aussi du mieux qu'on peut la maladie mentale. Fait que ça aussi, puis l'accessibilité au système de santé est quand même là. Moi, je me rappelle, je me rappelle pas, mais mon grand-père à l'époque, lui, il s'était quasiment ruiné en faisant soigner ma grand-mère. Là, fait que on n'est pas au Québec dans cette situation-là maintenant.
suite à l'instauration de plein de programmes. Fait que est-ce qu'on a un bon système? Oui, je pense que les gens peuvent se faire soigner, oui. Est-ce que parfois je trouve le système compliqué? Mais oui, des fois je trouve le système compliqué, parce qu'est-ce qu'on a vraiment une vision du système de santé comme patient, mais moi je vois dans mon esprit le patient c'est comme un client en tant que tel aussi. Est-ce qu'on traite vraiment le patient comme un client? Des fois je me pose la question. Puis en fait, je regarde des choses qui se font encore avec des fax. Puis là, je suis comme crème, il me semble qu'on n'est pas dans l'optimal là, comme genre de processus, mais c'est un très gros système. Puis en toute honnêteté, moi, c'est un système qui m'inquiète pour les prochaines années. Je regarde qu'est-ce qu'on a vécu avec la COVID, je regarde les boomers, je regarde qu'est-ce qui est passé dans le CHSLD, puis je me dis que dans 15 ans, toute la coupe démographique, il va y en avoir encore plus des gens qui vont avoir besoin du système hospitalier, donc du système de santé. Donc, c'est un peu une inquiétude pour le futur quand même, mais je pense qu'en ce moment, oui, on a un système qui n'est pas parfait, mais oui, on a un bon système qui se compare probablement de façon avantageuse à beaucoup de pays. La pandémie a forcé le gouvernement à avoir recours aux cliniques médicales spécialisées, aux hôpitaux privés, là, aux blocs opératoires spécialisés, je devrais dire, là, privés. Oui. Globalement, toi, cette augmentation de la présence du privé dans le système de santé, tu vois ça comme une chose positive, négative ou neutre, compte tenu que c'est un faible volume quand même? Positif, mais avec des réserves. Positif parce qu'en fait, puis là, on se comprend que je ne suis pas le spécialiste du système de la santé, là, mais positif, par contre, il y a une question de ressources aussi. Puis dans un enjeu de difficulté à la main-d'œuvre dans certains domaines et autres, je pense que il ne faut pas que le privé vienne non plus concurrencer le public dans la main-d'œuvre. Là. Ça, c'est peut-être le bémol que je mets, mais par contre, si on est quand même d'accélérer, puis de libérer des places, ces listes du public, puis que le privé va chercher son compte à l'intérieur de ça, je pense que c'est deux systèmes qui peuvent très, 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 très bien cohabiter. Actuellement, dans bien des cas, les utilisateurs parce que le privé, il y a plusieurs types de privés, évidemment, là, mais il y a passablement d'utilisateurs du réseau privé de santé qui paient en surplus de leur cotisation fiscale pour les soins. Oui. Pourrais-tu voir le jour où, éventuellement, il y a tellement d'utilisateurs du système de santé privé ou des services privés que les gens se retournent vers les politiciens, les législateurs pour dire... Vous allez ajuster la fiscalité en conséquence. Là. Moi, je paie déjà 1000 ou 2000 $ par année pour avoir des soins privés. Je décharge le réseau public de ce fardeau-là. Vous allez baisser un peu la quote-part que je paie au niveau fiscal pour la santé. Il y a déjà des crédits d'impôt qui existent pour les frais de santé, là, 3% du revenu. Puis là, je ne vais pas rentrer dans le détail, là, mais il y a déjà un mécanisme qui est là. Mais c'est un choix quand même que la personne fait. Au même titre que si la personne envoie ses enfants à l'école privée, elle n'a pas un crédit d'impôt ou autre parce qu'elle n'utilise pas le système public en tant que tel. Fait que je le vois vraiment comme un complément. Puis non, je serais étonné. Il y a tellement d'argent qui est envoyé dans le système de santé, je serais étonné que le gouvernement m'en ait pris une décision de dire, regarde, on va faire un allègement fiscal pour les gens qui prennent le privé. J'ai été un utilisateur du privé pour une question que j'avais une clinique privée juste à côté de mon bureau, puis l'accessibilité, j'aimais bien mieux aller à la clinique à côté, payer 100-120 $ pour avoir une prescription au renouvellement ou avoir un rendez-vous pour une infection XYZ que d'aller attendre au bureau de mon médecin de famille puis que ça prenne 1 heure, 2 heures. Là. Donc, il y a une question d'utilisateur, puis moi, j'étais prêt à payer à ce moment-là. C'est pas tout le monde qui est prêt à le faire, mais je pense que non, c'est deux systèmes qui peuvent cohabiter, mais je pense pas que le gouvernement va venir favoriser davantage là, avec des mesures fiscales privées. Là. Ce serait peut-être un pari risqué également, là, dans la mesure où bon nombre de ces utilisateurs-là seraient considérés déjà comme des gens choyés. Exact. De donner un allègement fiscal de cette nature-là, ce serait... Ça paraîtrait pas bien. Là. Ce serait à défendre en période électorale comme dans le moment. Exact. On va parler vraiment un petit peu plus de la pandémie. Là, si on retourne en mars de l'an dernier, au début de la pandémie, là, mi-mars, on en parlait tout à l'heure avant de commencer l'entrevue. Là, comment tu voyais ça? Quelles étaient tes craintes? C'était du nouveau. Hein. Du côté des marchés boursiers, c'était du jamais vécu dans l'histoire moderne. Là. On a mis l'économie en pause. Là, on est arrivé un matin et on a dit, boum, c'est terminé. Tout le monde travaille de chez eux en télétravail. Le marché a comme réagi avec en 3 semaines. Le marché a quand même fait moins 37% en l'espace de 3 semaines. Le creux a eu lieu le 23 mars 2020.
C'était quand même étonnant la baisse qu'on avait d'une journée à l'autre, mais c'était tellement rapide comme baisse que à un moment donné, comme je descendais dans le portefeuille, je regardais ça et je me disais, on ne s'en rendra pas à moins 70. Là. Ça va jamais à quelque part parce que le marché boursier, c'est un indicateur avancé. Donc, on se dit, bon, OK, là, on va retomber sur nos pattes. Là, ça, c'est la panique générale. Puis après ça, on va se remettre à quand même bouger dans les marchés. Puis effectivement, c'est ça qui est arrivé par la suite. C'était une reprise très, 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 très rapide. Mais la première crainte, c'était de voir, bon, ça va être quoi les mesures qui vont être mises en place par les différents gouvernements? Parce que là, on arrête l'économie, on met l'économie en pause. Plus de voyage, plus de magasinage, plus et autres. C'était une pause, là. On a mis ça sur pause, puis on ne savait pas quand on était pour repartir, là. Puis, le marché boursier, tu en parlais, là, disons, l'état du marché boursier actuellement, là, on est en août 2021, par rapport au pire, là, tu disais, là, vers la 3e semaine de mars 2020. On en est où en termes de... Ah là, il y a une croissance majeure qui s'est faite dans les marchés depuis ce temps-là. Là. En fait, dans les marchés, il y a eu un virage qui s'est fait là, à partir du 23 mars. On a été en reprise. Une reprise excessivement rapide. Au bout de je dirais, bon, environ 3 mois, je n'ai pas les dates exactes devant moi, là, mais 3 mois, 4 mois, on avait repris la plupart des pertes qu'on avait. Pas dans tous les secteurs. Il y avait des secteurs qui étaient plus touchés, mais dans les portefeuilles qui étaient quand même bien diversifiés en actions, là, qui avaient un peu de technologie au travers du lot, il y avait une reprise qui s'était faite. Par contre, au mois de septembre, quand on regarde le marché américain, en septembre 2020, il y avait 52% de rendement qui était attribué aux compagnies de technologie, donc les Apple, Microsoft, Amazon et autres. Là. Donc les 5 plus grosses technos qui représentent 20% du poids de l'indice américain au mois de septembre passé, c'était 52% de rendement, alors que les 495 autres titres était négatif. Donc, c'est pas vrai que la reprise que tout était reparti, mais les attentes étaient quand même mieux. Puis là, on regarde en date d'aujourd'hui, on a fait des progrès majeurs dans tous les secteurs, même dans le secteur bancaire canadien, qui avait du retard l'année passée en 2020. Le secteur canadien bancaire va bien en ce moment, avec les faibles taux d'intérêt et la liquidité qui ne leur coûte pas trop cher. Là, les banques font des bons profits à l'heure actuelle. Mais en ce moment, 89% des compagnies qui sont listées sur le S&P 500 présentent des résultats meilleurs que les attentes des analystes. Donc, on a une progression quand même en ce moment, puis les compagnies sortent la épingle du jeu. Comment envisages-tu les 3-6 prochains mois? On parle d'une 4e vague. Là, le nombre de cas commence à monter là, un peu partout. Il y a des enjeux liés à la vaccination. L'état de l'économie là, en septembre. Le ministre Legault, premier ministre M. Legault a dit qu'il ne reconfinerait pas, mais ce n'est jamais impossible. Là, donc, toi, comment tu vois ça, mettons, jusqu'à Noël ou au début 2022? C'est sûr qu'on travaille avec plusieurs scénarios. Là. Mais notre scénario de base, c'est un scénario de continuité de la reprise. Oui, pas nécessairement le même rythme qu'on a eu depuis l'année passée. En début d'année, le premier trimestre, une croissance du PIB de 5,5 %, c'est quand même majeur là, comme croissance. En ce moment, qu'est-ce qu'on observe? C'est que oui, il y a une progression qui continue à se faire. Oui, on est rendu au niveau qu'on avait avant la COVID au niveau du PIB. Oui, l'emploi va bien, mais là, on observe qu'il y a un certain ralentissement dans la progression. Là, il va falloir que les secteurs du tourisme et autres finissent par repartir là, complètement. Donc, on s'entend, le scénario de base, c'est une croissance quand même dans les prochains mois, mais un peu plus lent qu'en ce moment. On n'envisage pas de gros enjeux là, d'épidémie et d'économie fermée. Là, ça serait un scénario plutôt étonnant. Qu'est-ce que je constatais la semaine passée? C'est 97% des cas d'hospitalisation. C'est des gens qui ne sont pas double vaccinés. Donc, pour le moment, on n'a pas de grosses craintes par rapport à ça. Dirais-tu que l'état du marché boursier actuellement représente la réalité ou c'est surévalué, sous-évalué là, en date d'aujourd'hui? Quand on parle de surévaluation et de sous-évaluation, il faut le mettre dans le contexte aussi du marché obligataire. Donc oui, on a des taux d'intérêt qui sont excessivement bas à l'heure actuelle. Donc ça favorise quand même le marché boursier. Puis la situation inflationniste qu'on a quand même beaucoup d'inflation à l'heure actuelle, des chiffres qui n'ont jamais été observés depuis 20 ans.